Dominique Schwartz. Il est professeur à l'Université de Strasbourg et va parler sur les archives pédologiques en outils pour la gestion des écosystèmes, nouvelle approche, limites temporelles et résolution systémique, écosystémique. Dominique. Bonjour à tous. Alors, avant de vous parler du projet Apogée, juste un petit mot pour vous dire que les archives pédologiques, c'est effectivement pas toujours bien connu. Winfried vous l'a dit. Très souvent, on pense paléosol. Ça, c'est effectivement le type d'étude qui est le plus souvent faite. Et se servir des constituants des sols fonctionnels comme un système d'archivage, c'est plus rare. Et appliquer à la gestion des écosystèmes, c'est encore plus rare. Ce qui fait que dans ce qui va suivre, je me focaliserai un petit peu sur cet intérêt-là pour vous montrer qu'il y a vraiment des choses à en sortir, davantage donc que sur les résultats. Avant de commencer, juste un mot sur l'équipe qui a mené le projet. En fait, ce sont 3 laboratoires différents. Le LIV, qui est l'UMR dans laquelle j'appartiens, et c'est plus précisément l'équipe Histoire des paysages, qui a développé des méthodes propres d'études des archives sédimentaires, qui est un petit peu le maître d'œuvre de ce projet, et qui a principalement développé l'outil, on va dire, spectroscopie proche infrarouge qualitative. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que ça recouvre. Une équipe laboratoire de biogéochimie moléculaire qui travaille sur les biomarqueurs moléculaires, au départ essentiellement sur les sédiments, un petit peu également sur des contenants, on va dire, d'artefacts archéologiques, puis qui, un peu sous notre influence, sont passés au sol et qui maintenant s'y placent bien. Et enfin, quelques personnes de l'ETH Zurich qui nous ont apporté une technique extrêmement précieuse, qui est leur système MICADAS de datation carbone 14. Pour vous donner juste une idée, dans les années 60, lorsque Libby a mis au point la méthode, il fallait 5 grammes de carbone pour faire une datation carbone 14. Dans les années 80, apparition des spectromètres de masse, on passe de 5 grammes à 5 milligrammes, et avec le système MICADAS, on passe à 5-10 microgrammes. Ça veut dire qu'on peut maintenant dater des molécules quasiment pures. Donc, c'est la conjonction un petit peu de ces 3 équipes qui a permis de mettre en place ce programme. En introduction, quelques mots quand même sur le fondement un petit peu, on va dire, philosophique qu'il y a derrière. Le premier, c'est que les usages anciens des sols restent inscrits profondément dans la structure des écosystèmes actuels. Je vous renvoie aux travaux de collègues qui sont parmi les seuls avec nous à travailler sur ces systèmes. C'est l'équipe de Jean-Luc Dupouet et d'Étienne Dambrine, de l'INRA de Champenoux, qui ont montré que sur des sols de la forêt de Haye, à côté de Nancy, les parties de la forêt qui avaient été cultivées aux époques gallo-romaines conservaient actuellement, alors qu'il y a au moins 1600 ans de forêt depuis, des caractéristiques très différentes des autres parties de la forêt. Les sols ne sont pas tout à fait les mêmes, ils sont plus riches en phosphore, le cycle de l'azote n'est pas tout à fait le même non plus. Les écosystèmes ont une biodiversité plus importante que dans les forêts plus anciennes, une structure également très différente. Donc on voit bien qu'à l'échelle quasiment plurimillénaire, les écosystèmes actuels conservent le souvenir de ces usages passés. Un deuxième point important, c'est que les états de ces écosystèmes ne sont pas stables, ils s'inscrivent sur des dynamiques évolutives à des échelles de temps différentes. On parle parfois de cycle sylvogénétique, entre le moment où il y a un chablis et puis où la forêt se reconstitue, ça peut prendre plusieurs siècles. Il y a également des forçages qui sont pour certains climatiques, il y a des forçages anthropiques, soit les usages directs, le mode de gestion de la forêt, le charbonnage, le pâturage sous forêt qui s'est fait à certaines époques, l'exportation de litières pour servir d'amendements organiques dans les sols cultivés, tout ça, ça modifie en fait le fonctionnement des forêts, et bien évidemment, ça s'inscrit sur la durée, ce qui fait que l'on peut derrière définir des trajectoires temporelles de ces écosystèmes à des échelles de temps très longues, et que ces échelles de temps très longues doivent être prises en compte si on veut gérer des espaces qui sont souvent des espaces remarquables. Et de ce point de vue-là, les archives pédologiques me paraissent être un outil très intéressant,
bien que sous-employés, et étant sous-employés, il faut vraiment les développer. Alors pourquoi est-ce que c'est un outil intéressant? Parce que c'est très bien adapté aux échelles spatio-temporelles des études. L'échelle spatiale, tout d'abord, des espaces remarquables de type réserve naturelle, c'est souvent des espaces de quelques dizaines ou quelques centaines d'hectares. Donc, si on veut reconstituer leur trajectoire temporelle, il faut avoir des archives qui permettent de discriminer ces échelles spatiales. Étudier les pollens d'une tourbière, je suis désolé, ça consiste à prendre en compte les pollens qui viennent parfois de centaines de kilomètres carrés. Ça n'est pas adapté à l'échelle de 200 ou 300 hectares. La matière organique des sols, elle est d'origine locale. C'est adapté, et en plus, les sols étant une couverture quasiment continue, on peut spatialiser, même si au départ, l'observation est ponctuelle. Et quant aux échelles temporelles, il y a dans les sols des constituants qui s'y conservent quelques dizaines d'années, d'autres quelques centaines, quelques milliers. On est bien adapté aussi aux échelles temporelles, avec toutefois une difficulté qu'il ne faut pas occulter, c'est la lecture du temps. On n'est pas dans des sédiments où le temps se superpose, on est dans des systèmes qui se transforment, dans les sols fonctionnels, avec des temps moyens de résidence, et ça, c'est une des difficultés de la chose. Ceci dit, c'est quand même intéressant, et je voudrais, de ce point de vue-là, vous développer, sur le plan un petit peu conceptuel, une des approches. Voilà, vous avez ici une photo d'une partie de la réserve naturelle régionale des volcans, dans le Haut-Rhin. On va s'intéresser à la partie par ici, c'est ça qui est en réserve, hein, c'est pas cette zone-là. La mise en réserve de cette zone est liée à sa très grande biodiversité. Ça, c'est un constat qu'il est facile d'établir sur la base de relevés floristiques, faunistiques, etc. Et derrière, il y a donc eu un consensus pour mettre la zone en réserve. Là où ça se gâte un petit peu, c'est que l'organisme qui a instruit le dossier est parti de présupposés, et ce présupposé, c'est que si c'est très biodiversifié, c'est que c'est de la très vieille forêt, et elle est naturelle. Et donc derrière, mode de gestion préconisé, naturalité complète. Il se trouve qu'ils n'ont pas fait l'effort, si vous voulez, d'essayer de reconstituer ces trajectoires temporelles, parce que s'ils avaient fait cet effort, ils se seraient rendus compte que les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. La réserve, c'est ça. Et quand vous regardez ce plan de finage, extrêmement précis, au 5 millième, à peu près, qui date de 1760, on observe bien, si j'arrive à maîtriser la souris, voilà, que au moins 60% de la zone n'est pas forestière, mais utilisée en pâturage. C'est toute cette zone-là. Cette zone-là est considérée comme forestière, mais il est précisé dans la légende que c'est vide et dégradé sur sol de forêt. Grosso modo, il n'y a plus de forêt du tout. Ça a été tellement exploité que ça n'est plus. Et puis ces deux parcelles-là, qui sont des forêts privées, c'était à l'époque des forêts de sapins. Actuellement, c'est une forêt mixte. Donc, vous voyez bien que rien qu'en 1760, des écosystèmes extrêmement différents. Et on va enfoncer le clou, puisque là, on a une carte de 1887, époque où l'Alsace était allemande, carte état-major, donc au 50 millième. Alors l'orientation n'est pas tout à fait la même, hein, c'est parce qu'ici on n'est pas nord-sud. Mais regardez cette flèche, c'est exactement le même point, et on voit bien qu'en 1787, la forêt n'est pas encore constituée à certains endroits, ce sont des espaces ouverts. Bref, quand dans cette réserve, il y a des arbres qui ont 100, 150 ans ou 200 ans, ce sont les premiers qui ont succédé au pâturage. Donc l'ancienneté, excusez-moi, elle n'y est pas. Donc, si je résume un petit peu, ça veut dire que peut-être il faut raisonner différemment et que la biodiversité, ce n'est pas du tout ici une question d'ancienneté, de naturalité, mais une question de jeunesse de la forêt. Et ça, je trouve que c'est important parce que si je reprends un petit peu sous forme de schéma le raisonnement, on part donc d'une observation. Oui. Oui, je suis à moitié de l'exposé. On a un dossier de protection qui fait consensus. Derrière, l'instruction du dossier, une gestion sans intervention. Et puis derrière, peut-être que si la biodiversité et la naturalité, il faut une gestion avec intervention dirigée. On abat des arbres, on les laisse sur place, etc., etc. Donc le choix qui a été fait est un choix finalement politique, c'est gestion sans intervention. Mais au moins, avec cette approche, il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière si on se rend compte que ça ne marche pas, la naturalité. Et le deuxième point, c'est que les gens ne peuvent plus se cacher. S'ils préconisent la naturalité contre les arguments scientifiques, c'est que le choix est vraiment un choix idéologique. Bien, alors, de ce côté-là, en termes de conclusion principale,
c'est clair, j'espère vous l'avoir montré par cet exemple, qu'on a, pour protéger des espaces de ce type-là, il y a nécessité de connaître cette trajectoire temporelle, et pour ça, les archives historiques ne permettent pas toujours de trancher. D'où cette nécessité, à mon avis, vraiment de développer des archives pédologiques qui sont des outils adaptés à ces échelles spatio-temporelles. Alors, juste en termes de résultats, un exemple ici. Vous avez ici les résultats de l'analyse en spectroscopie proche infrarouge qui ont été faites sur 4 profils de sol très différents. Un profil qui nous a servi de référence en Tchéquie, qui est considéré comme une forêt primaire. Derrière, excusez-moi, je n'ai pas précisé, ici c'est le référentiel de forêt qu'on a mis au point, ici c'est le référentiel de prairie, et les sols viennent se placer sur le référentiel. Bernard Barthès vous expliquera tout à l'heure en détail comment fonctionne ce principe de spectroscopie. Eh bien, quand on regarde notre forêt ici, comme on a vu tout à l'heure, on voit bien qu'en surface, la matière organique relativement récente a un signal forestier, et au fur et à mesure qu'on descend, on passe vers la prairie. L'archive pédologique ici permet un petit peu de percevoir ce genre de choses, de même d'ailleurs que les archives style biomarqueurs moléculaires, sans connaître mon plus net sur cet exemple-là, que je vous inviterai à voir sous forme de poster tout à l'heure. Ce sont les chaumes dites primaires du Falimont, dont on voit bien qu'en fait, elles ont une histoire forestière au départ. En termes de valorisation, on a fait en 2013 un colloque à l'attention des gestionnaires de milieux pour présenter un petit peu nos résultats, mais surtout les sensibiliser à la nécessité de prendre en compte ces trajectoires temporelles longues des écosystèmes pour les protéger. On n'a pas joué de chance parce qu'au même moment, le MED organisait un colloque à Paris qui a mobilisé beaucoup de gens, mais enfin quand même ça a été un succès. Avec une remarque importante, c'est que dans le public de gestionnaires, il y a eu beaucoup de gens qui venaient des parcs naturels, des gens qui venaient aussi d'organismes, on va dire, institutionnels. On a eu plus de mal à mobiliser les gestionnaires associatifs, et ça, je crois que c'est un petit peu culturel. Ces organismes ne libèrent pas forcément leurs techniciens pour participer à des colloques de ce type-là, et je pense qu'il faut prévoir d'autres types de formations, et en particulier aller vers eux plus spontanément pour les obliger à prendre en compte réellement ces aspects dans la gestion des milieux. Donc, dernier point, c'est donc les autres aspects du projet. Je vous invite à aller voir le poster tout à l'heure où je vous exposerai en détail les résultats sur le Falimont. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Un petit peu. On enchaîne donc avec le second exposé qui va être fait par 2 intervenants, c'est ça, ouais. Donc, sur les paléo-environnements et occupation du sol en Syrie occidentale et au Liban durant l'Holocène. Les quelques résultats que nous allons vous exposer ont été obtenus dans le cadre d'un programme ANR appelé Paléocir-Paléolib, qui porte sur l'occupation du sol et la mise en valeur au cours de l'Holocène en Syrie occidentale et au Liban. Vous remarquerez que nous sommes a priori assez loin des préoccupations qui sont les vôtres. Nous allons cependant essayer de vous convaincre, d'une part, que l'étude du passé peut apporter des éléments à la connaissance du présent, et d'autre part, que les organisateurs de ce colloque, que nous remercions de nous avoir invités, ont eu raison de nous solliciter. Au cours des 15 dernières années, les tentatives qui ont visé à construire une modélisation temporelle des changements qu'ont connu les paysages du Proche-Orient, modélisation qui intègre des données environnementales et anthropiques, ont été peu nombreuses. Or, l'association des données environnementales et de nos connaissances sur le peuplement, l'occupation du sol, la mise en valeur, est essentielle pour comprendre les modèles économiques sur lesquels se sont fondées les sociétés du passé pour s'implanter et se développer dans des régions marquées par de fortes contraintes, dont la principale est l'aridité. Ce que nous vous présentons ne porte pas tant sur les études des sols eux-mêmes que sur l'intérêt de ces sols en tant que support édaphique d'un couvert végétal, naturel ou cultivé, nous permettant de mieux comprendre les choix d'implantation des sites, les choix des modes de mise en valeur agricole, et d'approcher ainsi un des fondements du développement des sociétés et de leur déclin. Nous sommes partis du constat que, concernant le passé, l'aridité climatique était encore trop souvent seule à être mise en avant pour expliquer les modalités d'occupation du sol, ce qui fausse les conclusions auxquelles on peut aboutir.
Nous avons donc cherché les moyens d'introduire, d'une part, les réalités de l'aridité édaphique, et d'autre part, les conséquences des interventions humaines, notamment des aménagements hydro-agricoles, pour arriver à définir et à cartographier des classes d'attractivité, de potentiel agropastoral des territoires à l'échelle de la Syrie occidentale. Nous avons pris pour exemple 2 régions, l'une en Syrie du Nord et l'autre en Syrie du Sud, qui avaient fait l'objet de programmes de recherche géoarchéologique, respectivement les marges arides au nord, le Lidja au sud. Nous nous sommes fondés sur des descriptions raisonnées des unités écogéographiques au sein desquelles la composante sol joue un rôle essentiel. Le but est d'aboutir à une méthode de description modélisable des facteurs d'identification et de caractérisation de ces unités. L'identification spatiale des unités paysagères à l'échelle macro-régionale, en fonction de leur potentiel agropastoral et de leur attractivité, a été développée en se fondant sur l'analyse de 2 méthodes de construction d'assemblage cartographique correspondant aux 2 régions que nous venons de citer. Ces 2 méthodes permettent de synthétiser les données environnementales, puis d'y superposer les données d'occupation du sol. Nous sommes donc loin de l'analyse pédologique très détaillée que nombre de nos collègues ont développée. Il s'agit ici plus d'état de surface, de présence ou d'absence de formation superficielle, de taux de recouvrement, que d'analyse fine des sols et de leur potentiel physico-chimique. Ce qui nous importe avant tout est d'introduire la notion d'aridité édaphique, dans la mesure où cette dernière peut compenser ou alourdir le poids de l'aridité climatique, toujours une contrainte lourde dans les régions étudiées. Le but est de formuler des modèles spatiaux et temporels qui permettent d'exploiter un jeu de facteurs environnementaux et anthropiques. Nous proposons donc des descriptions raisonnées des unités écogéographiques, au sein desquelles la composante sol joue un rôle essentiel, mais qui n'est pas isolée d'un contexte géohistorique. Dans les marges arides, donc dans la partie du programme sur la Syrie du Nord, nous avons pu vérifier que le zonage bioclimatique, fondé uniquement sur les précipitations et les valeurs de végétation associées, n'est pas suffisant pour représenter les contraintes et expliquer la variabilité importante dans l'expansion des populations sédentaires et dans les modalités d'exploitation de la terre à différentes époques. Pour décrire et expliquer cette variabilité, il est nécessaire d'établir une cartographie des géosystèmes, qui est un assemblage complexe croisant la topographie et la géomorphologie, la lithologie et les faciès superficielles, les sols et enfin les ressources en eau. Nous avons été en mesure de caractériser 27 descripteurs caractérisant les contraintes fondamentales, 5 pour les caractéristiques topographiques, 6 pour la géomorphologie et la lithologie, 9 pour les facteurs édaphiques et enfin 7 pour les ressources en eau. Le résultat est une carte fondée sur la distribution spatiale des géosystèmes et leur degré d'habitabilité avec 19 classes différentes d'attractivité équivalentes. Le poster que vous irez, nous l'espérons tous et toutes voir, nous a permis d'exposer cette phase du travail plus en détail et je passe la parole à Franck pour la suite. Alors dans le Ledja, donc au sud, dans une région qui est entièrement basaltique, la méthode a été un peu différente puisqu'elle est fondée sur la cartographie automatique. On a pris en compte trois composantes, donc le taux de couverture du sol par la roche. Et vous voyez que les coulées de lave là sont à nu. Une zonation bioclimatique en 4 zones et les ressources en eau qu'on a traitées par buffer. Ensuite, on a attribué des niveaux de qualité à chaque classe et on a transformé les couches vectorielles en images raster pour pouvoir définir toujours par calcul des classes de qualité, 5 classes de qualité. Et ce calcul produit un modèle de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une carte montrant le potentiel micro-régional pour les activités agricoles. Dans les deux cas, dans les deux cas, la résultante est une carte d'attractivité vis-à-vis de l'occupation du sol et de la mise en valeur fondée sur un potentiel agropastoral et déclinée en 5 classes, de la plus attractive à la plus répulsive. Nous qualifions cette activité de naturelle parce que on la pense non influencée par les activités humaines, ce qui est sans doute un peu une illusion. Mais à ces cartes, l'objectif essentiel, c'est de pouvoir superposer les cartes des sites et les cartes d'aménagement hydraulique ou agricole sur ce fond de carte. Et vous verrez sur le poster qu'en fonction notamment des aménagements hydrauliques, que ce soit des puits, des galeries drainantes, des citernes, l'attractivité d'une zone peut être augmentée et de manière
temporaire ou parfois sur une très longue durée. Mais pourquoi vouloir réaliser ces cartes de potentiel agropastoral et qu'est-ce que ça a comme intérêt? Notre objectif de départ, c'était d'avoir à notre disposition un outil simple de modélisation et de visualisation de la transformation du paysage en fonction de fluctuations du climat et ou de la pression anthropique. Et c'est aussi bien les variations du climat que la pression anthropique ont été nombreuses au cours de l'Holocène. Il fallait donc arriver à une définition d'état de référence permettant de mesurer d'éventuels changements consécutifs à des variations. Et ça, on l'a réalisé. Les applications possibles, c'est d'abord de reconstituer une histoire des paysages et du paléo-environnement, ce qui permet l'analyse du passé en espérant que ça peut avoir un intérêt pour l'avenir. Et l'enjeu est la possibilité d'intégrer le temps long et les paramètres anthropiques dans la caractérisation du changement des paysages agraires. Mais cet outil adaptable à diverses situations peut permettre également, c'est des outils de prospective géographique qu'on peut utiliser en pensant à la prospective sur ces milieux anciens. Pour déplacer cette échelle micro-régionale et pour définir pour l'ensemble de la Syrie occidentale une carte homogène d'attractivité et de potentiel agropastoral, on a essayé de synthétiser des informations de nature hétérogène. Et la principale difficulté n'est pas la prise en compte des données climatiques, encore qu'il y a pas mal de problèmes là-dessus, mais c'est dans le fait de construire une carte de référence de la qualité des sols à l'échelle du pays, dans un pays où les études pédologiques ne sont pas nombreuses, et surtout à cette échelle-là. Nous sommes partis d'une mosaïque de scènes Landsat du même jour pour, avec une classification automatique, arriver à distinguer donc à l'échelle du pixel. Et on a sélectionné 2 fenêtres correspondant au domaine d'études pour tester la validité des identifications des classes de couleurs et en fonction de notre connaissance du terrain. Et chaque catégorie a été ensuite analysée séparément. Il y a un label de qualité sur une échelle de 1 à 5 qui lui a été attribué. Et donc 16 classes ont été définies et ça a été regroupé en 5 groupes. Les différences dans l'identification d'une région à l'autre et la qualification même de la même classe dans la même fenêtre sont principalement dues à des différences de support édaphique liées au substrat géologique et à des faciès superficiels. Et c'est l'image de cet arrangement cartographique qui peut être utilisé comme un outil homogène et contrôlé, fournissant une base commune pour discuter les similitudes et les différences d'une zone à l'autre. Et c'était la partie du programme qui est en cours de développement actuellement. Donc là, vous avez une catégorie de ces classes de qualité qu'on attribue au sol. Donc voilà. Bon, merci. Maintenant, on ouvre la discussion générale. Alors j'espère qu'il y aura des questions sur ces 2 exposés, mais qui peuvent aussi un petit peu déborder. N'hésitez pas sur les archives pédologiques et le sol en tant que milieu qui peut révéler l'histoire de l'homme et l'histoire de la végétation, et bien avant l'homme aussi. Donc, pas seulement. On peut partir de l'appropriation du sol par l'homme, mais on peut aussi démarrer la discussion par des remarques, si vous en avez, avant l'homme, avant son appropriation du sol. Oui, Joël Moulin, chambre d'agriculture de l'Indre et puis également animateur du RMT Sol et Territoire, et pédologue. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on est en mesure, en France par exemple, de savoir un petit peu l'état des données, l'état des études qui ont été faites un peu sur ces thèmes? Puisque quelque part, j'ai l'impression que il y a des choses qui existent un petit peu partout, mais c'est pas facile de trouver cette bibliographie, puisque c'est des mondes le monde de l'archéologie, le monde des pédologues se côtoient de temps à autre, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Je peux déjà donner quelques éléments de réponse. Bon, déjà, la conception qu'ont les archéologues des sols et les pédologues n'est pas tout à fait la même. Pour les archéologues, c'est souvent une surface d'occupation. Il y a énormément de données qui sont d'ailleurs pas toujours très disponibles puisqu'il faut les chercher dans les DRAC, dans les directions régionales et les services régionaux d'archéologie. Sur tout ce qui est plutôt archives pédologiques, honnêtement, c'est une petite communauté. J'ai lancé en 2009 au JES de Strasbourg une session archivage pédologique.
Bon, et depuis, ça a été reproduit à Versailles, puis récemment à Chambéry. C'est toujours des petites sessions. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, eux, ils font nombre, ils sont 2, mais en fait, il y a 2 exposés au total. C'est la plus petite des sessions. Hein. C'est effectivement une des difficultés de regrouper les données. Comme tu l'as dit, c'est une toute petite communauté, mais il y a quand même actuellement, avec tout ce qui est fait autour de l'archéologie dite préventive, une accumulation tout à fait importante de données, d'archives sur l'épaisseur du sol, pas seulement sur les surfaces. Et là, il y a une communauté qui fait de l'application de manière très très importante et qui n'a pas encore d'habitude de partage, d'ouverture et de partage de données, ça c'est vrai, mais qui est assez organisée, surtout par micro-disciplines, les malacologues, Oui. les palynologues, etc. Mais c'est souvent des approches plus de sédimentologues que de pédologues. C'est vrai. Oui, il y a très très peu d'approches pédologiques. Oui. Il faut nos transferts de technologie, non pas entrer dans le religieux, mais je voudrais savoir si auprès des moines ou des abbayes, il y a des informations, parce qu'ils ont toujours su choisir des sites où il y avait de l'eau, où il y avait une agriculture, de la viticulture. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'eux, ils ont des archives? En général, ces archives anciennes sont conservées dans les archives départementales ou parfois communales ou autres. C'est pas tellement dans les abbayes. Alors, le problème des archives historiques, c'est que c'est souvent, comment est-ce que je pourrais dire, un peu trompeur, parce qu'il y a des secteurs, il y en a beaucoup. Des secteurs où il n'y en a pas. Et quand je dis secteurs, c'est des secteurs géographiques. Ça peut être détruit parce que guerre, ceci, cela. Et c'est également des secteurs thématiques. Vous avez beaucoup d'archives qui se rapportent à des procès, par exemple. Quand il y a des problèmes, là, il y a des archives. Occupation du sol, pas très loin de l'endroit où on a travaillé, entre l'abbaye de Masevaux et puis l'abbaye de Murbach, il y a énormément de procès sur l'occupation du sol. On apprend aussi qu'au niveau charbonnage, un tel a fait ceci, un tel a fait ça. Mais quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup d'archives. Je voudrais juste intervenir toujours sur cette question-là. Il y a plusieurs cas quand même qui ont fourni un nombre de renseignements assez importants. Et je prendrai simplement pour exemple les archives du mont Athos en Grèce. C'est une communauté multiple de moines, puisque c'est toute une presqu'île qui est dévouée à des monastères. C'était des grands propriétaires fonciers auxquels les Byzantins, les empereurs byzantins faisaient énormément de dons. Et tout a été archivé, tout a été transcrit, et notamment les limites des propriétés qui leur étaient données, l'occupation de ces propriétés, la manière dont elles étaient mises en valeur. Et tous ces documents sont petit à petit publiés par une équipe française d'ailleurs. Et il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ce sujet, notamment le regretté Jacques Lefort, qui s'est servi de ces archives pour reconstituer l'occupation du sol en Macédoine orientale et qui a fait des travaux relativement importants, je trouve, sur l'évolution des paysages. Si je peux rajouter un tout petit mot, les archives historiques elles permettent de descendre quelques siècles, au mieux quelques millénaires, ça dépend des régions où on travaille. En Égypte, ça va plus loin, mais en France, on va dire avant le Haut Moyen-Âge, il n'y a quasiment rien. Hein. Donc si on veut travailler sur des échelles de temps, on va dire millénaires, les archives naturelles s'imposent. Gilles Landrieux, Parcs nationaux de France, est-ce que M. Schwartz, justement, vous pouvez nous donner quelques exemples d'objets ou de mesures que vous faites dans le profil pédologique qui vous renseignent sur l'histoire du site? On peut imaginer que des sites à charbon de bois ou des grands incendies sont visibles par la présence, par exemple, de charbon, justement. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre exemple de l'histoire du site dans le profil pédologique? Bon, alors très, très rapidement, pour ne pas abuser du temps de parole, les micro-charbons de bois, méthode développée au départ par Michel Tinon, sous le terme de pédo-anthracologie, sont extrêmement utiles, sachant qu'ils ne sont pas forcément stratifiés. Plus ils sont petits, plus ils sont bioturbés. Et on peut avoir un charbon de bois qui a 20 000 ans, qui a 10 cm de profondeur, et un charbon de bois qui a 500 ans, qui a 1 mètre de profondeur. Mais on peut s'en servir, et ça, si vous voulez, je vous en parlerai devant le poster tout à l'heure. Ensuite, il y a un cas très intéressant, c'est celui des colluvions agricoles.
puisque là, on peut de temps en temps les dater grâce à l'archéologie, et de façon parfois très précise. Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude du sol. Vous avez parlé d'archéologie préventive. Parmi mes dadas, il y a celui d'en arriver un jour à une pédologie préventive. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intérêt de ces recherches est d'abord de montrer que la préciosité du sol ne tient pas seulement à ses fonctions écologiques ou à ses services écosystémiques, mais également à une valeur historique et éventuellement parfois à l'échelle des millénaires, puisque nous avons énormément de difficultés à faire valoir qu'un sol pourrait ne pas être artificialisé quand il pourrait ne pas l'être. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter à la batterie de nos arguments celle-ci et du coup peut-être un jour en arriver à une pédologie préventive qui ferait qu'on essaierait de connaître avant d'agir et de changer l'affectation des sols en enlevant le bandeau que nous avons tous sur les yeux. Toute la discussion sur la naturalité de certains secteurs montre bien que c'est une idée très répandue, mais trop souvent très fausse, et que donc il y a nécessité, c'est pas naturel, ça n'est pas donné, et donc ça nécessite une étude dans le temps, et donc c'est effectivement une. Il n'y a aucun doute, enfin pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il y a une question de est-ce que ce patrimoine peut être reconnu suffisamment pour qu'il incite une politique à l'échelle d'un État, en gros, parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher pour avoir des résultats réels. Ça, c'est autre chose, mais on n'y est pas encore actuellement, parce que tout ce qui domine toute la de protection sont des systèmes de protection plutôt du naturel que de l'anthropique. Or, les deux sont nécessaires, c'était bien. La naturalité des sols, honnêtement, depuis 6000 ans, je crois qu'elle n'existe plus. Il faut... Il y a 80% des sols qui sont utilisés par voie agronomique. La forêt ne fonctionne pas naturellement non plus, clairement. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette fonction, on va dire, archivage naturel, reconstitution des trajectoires temporelles, gestion, etc., bah oui, c'est des choses qui sont importantes. Ça fait partie des fonctions systémiques du sol. Et je pense que si GESOL a financé ce programme, c'est que, et je les en remercie, c'est qu'ils ont conscience de la chose. J'avais une question concernant comment vous faites des fois pour débroussailler des questions de causalité. Parce que Dominique, tu dis oui, là, il y a plus de phosphore, etc. Donc ça, ça résulte d'une occupation ancienne qui était différente. Mais est-ce que justement l'occupation ancienne, elle n'était pas différente ? Est-ce que ça n'a pas été défriché à un endroit qui avait des propriétés particulières ? Comment tu fais pour débroussailler l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi ? Parce que je suppose que les gens, ils défrichaient pas au hasard. Donc peut-être que ce que toi t'expliques par le fait qu'il y a eu un usage différent, peut-être cet usage il était différent parce que l'état initialement était différent aussi. Bon, ça peut effectivement arriver, mais là, c'est pas le cas. Et il y a un exemple qui est encore nettement plus parlant, c'est les travaux toujours faits par Étienne Dambrine et Jean-Luc Dupouet et une thésarde qui s'appelait Waltraud Corner, si je me rappelle bien, dans le vallon dans un vallon d'Aubure, où c'est les mêmes sols, c'est le même substratum géologique, etc. Et sur un versant, ils ont montré qu'il y avait eu une partie du versant qui avait été au XVIIe siècle occupée par une ferme anabaptiste, que ces anabaptistes avaient cherché dans la forêt qui était à côté les litières pour amender leurs champs, et qu'ils avaient donc de ce fait procédé à un transfert de fertilité en modifiant complètement les cycles biogéochimiques, et que 300 ans après, les sols qui étaient cultivés il y a 3 siècles étaient nettement plus riches que les sols de forêt qui étaient à côté. Conditions de milieu absolument identiques, climat, végétation, sol, géologie. On arrive quand même de temps en temps à voir si l'œuf était là avant la poule. Pour abonder un peu à cette approche, simplement un témoignage. J'ai participé à des travaux pour essayer de comprendre comment les villas gallo-romaines sont installées, notamment en Berry, sur les 2 départements 18 et 36, et on a utilisé des bases de données pédologiques actuelles. On est parti du principe que sur un certain nombre de sols, il y avait eu peu d'évolution.
C'est des travaux qui ont été faits donc avec une équipe d'archéos et on a pu effectivement démontrer que les villas gallo-romaines n'étaient pas installées par hasard. Donc il y avait eu un souci de diversité de milieux. Alors, on a parlé hier de diversité, de paysages, etc. C'est ce qui était recherché. Et la proximité de l'eau, entre autres. Et quand je dis diversité de milieux, ça veut dire des propriétés agronomiques qui permettaient, sur les sols notamment, qui permettaient à la fois des cultures vivrières, des cultures plus extensives, etc. Donc il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits et qui ont fait l'objet de publications. Donc la poule et l'œuf, essayer de comprendre comment... je dirais, ces installations ont pu se faire à un moment donné, quoi. Une partie de la réponse tient à l'échelle spatiale. Là. On a fait un travail de notre côté sur le potentiel de fertilité des sols à l'époque du Rubané, donc le néolithique le plus ancien, à l'échelle européenne. Et bon, d'abord, on a essayé de reconstituer les sols de l'époque, c'est infaisable. Donc on a dit on prend une approche différente. On considère que les différentiels de fertilité entre sols, eux, sont restés à peu près les mêmes. On a fait 5 classes de fertilité. Et tous les sols rubanés qu'on a pu répertorier, c'est 3000 ou 4000 sites, je crois, se placent dans les classes 1 et 2 de fertilité. Donc il n'y a pas de hasard non plus, hein, c'est clair. Après... c'est vrai aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle d'un bassin versant, etc., on peut modifier les cycles naturels par transfert de fertilité. Oui, je veux simplement abonder, puisque finalement, c'est un peu ce qu'on a montré avec nos classes d'attractivité. Comme par hasard, on en a pris 5 aussi, donc c'est parfait. Et nous, on s'est rendu compte que sur la Syrie du Nord, où nous avons repéré à peu près 1000 sites archéologiques, la quasi-totalité des sites qui étaient occupés par des sédentaires sont bien dans les classes d'attractivité les plus élevées. Et dès que vous passez dans les classes d'attractivité moindres, on tombe sur des sites de semi-sédentaires. La seule différence qu'il faut prendre en compte, c'est l'aménagement. Le fait que les hommes aient aménagé et construit des aménagements hydro-agricoles peut changer l'attractivité, l'augmenter, et à partir de ce moment-là, les sites de sédentaires peuvent se retrouver dans ces zones qui, initialement, étaient de faible attractivité. Donc il y a bien plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est impossible de reconstituer les sols tels qu'ils étaient à l'époque, mais leur attractivité relative n'a pas changé. Si on compare les deux études, l'espace de temps qui était observé, par exemple, dans mon étude, sont environ 2000 années. Oui, on va même plus loin, hein, on peut aller beaucoup plus loin. D'accord. Dans le vôtre, c'est l'Holocène. 10 000 ans. 10 000 ans, voilà. Bon. Okay. Ça, c'est les géographes. Bien, voilà. Mais dans le Moyen-Orient et la Sahara, il avait un changement de climat abrupt entre 5000 et 4000 avant notre ère. Et dans ces conditions-là, tout l'aménagement des sols a totalement changé. Les sédentaires étaient forcés de fugir aux fleuves, c'est-à-dire à des ressources de l'eau continuelles pour survivre. Et là, c'était l'assemblée des grandes masses critiques qui ont donné naissance à des grandes cultures de Mésopotamie, de l'Égypte, etc. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus, mais ça a changé le système d'aménagement total. Et la question qui se pose, c'est comment on peut tracer ces ruptures dans notre approche, disons, d'analyse historique. La première difficulté, c'est d'abord de décrire les situations. Or, elles sont beaucoup plus variées qu'on ne croit. Et par exemple, il est évident qu'effectivement, sur tout le domaine saharien, les changements qui sont dus aux variations de la mousson, aux conséquences sont importantes. Sur le Proche-Orient, ce n'est pas du tout aussi évident. Et donc l'intensité et la brutalité d'un changement, il faut le démontrer. Et pour l'instant, à notre avis, on a des variations, c'est incontestable, mais qui sont dans un registre qui sont toujours, par exemple, celui du régime méditerranéen, sans changement climatique au sens fort du terme.
Donc on est dans des variations d'un régime qui est toujours à peu près analogue sur les 10 000 dernières années. Donc on a des crises, on a des moments où effectivement il y a des moments plus secs, ça c'est évident. Mais donc il faut comprendre l'intensité et la spécialité des phénomènes. Et tout le travail de terrain à réaliser, c'est ça, c'est voir en comparant les situations édaphiques, géographiques et les situations d'occupation du sol, qu'est-ce qui peut être détecté comme contraste, comme contradiction, pour poser les bonnes questions. Dire qu'il y a un changement et qu'il y a un changement abrupt et que ça aboutit à la fin d'une civilisation, c'est un mot. Décrire les situations dans le plus grand détail, c'est le travail qu'il faut faire. Et c'était un des objectifs de notre programme, où on a essayé de commencer à le faire. Oui, je voudrais juste donner une précision. Les archéozoologues et les archéobotanistes ont essayé de quantifier ces changements, ces variations climatiques, parce qu'ils ont des données qui leur permettent de le faire. Et sur le Proche-Orient, ce Proche-Orient aride, ils ont estimé qu'au moment de l'optimum climatique Holocène, qui est la période qui a été la plus favorable du post-glaciaire, au moment de cet optimum climatique Holocène, ils ont estimé la variation positive de l'ordre de 15% de précipitations en plus. Donc vous voyez bien, quand vous êtes à 200 mm, et vous rajoutez 15%, ça ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas sans importance, parce que sur le coup, l'aridité est moins prégnante, mais ça ne vous change pas de domaine climatique. Vous restez toujours dans le même domaine, avec les mêmes problèmes, simplement ils sont un peu atténués. C'est de cet ordre d'idées que nous avons, nous, à travailler sur les fluctuations climatiques. Pas plus. Contrairement au Sahara, où là, effectivement, il y a eu des changements beaucoup plus importants. Je voudrais intervenir un petit peu sur ce terme de changement climatique abrupt, en me référant à l'expérience congolaise, de comparaison d'archives sédimentaires et d'archives pédologiques, justement. Je ne crois pas que le changement climatique a été abrupt. Ce qui a été abrupt, c'est l'effet sur les écosystèmes. Parce qu'il y a des effets de seuil. Et à un moment donné, il y a un seuil qui est franchi, on ne peut plus avoir de forêt, on passe à la savane. Le changement climatique a été, je dirais, relativement continu. Et ça, on le voit très bien parce que au niveau du changement climatique, en Afrique centrale, il commence à peu près au même moment qu'au Sahara, il y a 5500 ans à peu près. Sauf que, comme il tombait 2 ou 3 mètres d'eau par an, vous enlevez 500 mm, on reste dans le domaine forestier. Mais c'est quand même un assèchement climatique. Et puis à un moment donné, il y a un seuil, tac, on le franchit, et il y a une résilience des écosystèmes qui est plus ou moins grande selon les endroits, selon le climat local, etc. Et ça, c'est la comparaison entre les archives sédimentaires et les archives pédologiques qui permettent de le dire. D'où l'intérêt de travailler sur les deux types d'archives à la fois. Isabelle Fex de l'ADEME. Donc effectivement, ma question était à peu près la même, mais moins précise. Comment vos recherches, aux uns aux autres, peuvent servir à alimenter des modèles de simulation de ce qui pourrait arriver plus tard avec des changements de paysage, des changements climatiques, des changements dans les installations, la technologie ou je sais pas quoi, la technique, enfin bon, n'importe. Est-ce que du passé, on peut simuler certains scénarios du futur et alimenter un peu les modèles qu'on avait vus hier sur les changements d'agro-paysage, qu'est-ce que ça a comme influence sur l'érosion, machin, truc, plus général, pas uniquement le phosphore. Je peux vous en donner un exemple très précis dans les zones de l'Eus d'Alsace, qui sont des zones qui sont très fragiles, très sujettes à l'érosion, et sur lesquelles il y a des programmes actuellement pour essayer de limiter ces érosions, puisqu'on a très régulièrement des coulées de boue dans les villages, donc coûts économiques, dégradation des sols, etc. Le maïs fait bien sûr figure de grand accusé là-dedans, parce qu'il ne couvre pas le sol. Bon, alors d'accord, le maïs fait partie des facteurs aggravants, mais à côté de ça, on a sur un chantier archéologique trouvé un paléosol sous lequel, une surface de sol enfouie qui visiblement a été labourée au néolithique. On a des preuves indiscutables de ce côté-là. Même phénomène qu'actuellement. Donc, ok, le maïs c'est un facteur aggravant, mais quand vous êtes dans une région
où le soubassement géologique, ce sont des loess, donc des matériaux très sensibles à l'érosion, où les orages se font essentiellement au mois de mai et de juin, c'est-à-dire à une époque où les cultures couvrent peu le sol, le maïs n'est qu'un facteur aggravant, il y a une fragilité du milieu. Et ça, je crois que les études qu'on fait sont de ce côté-là assez exemplaires, parce qu'elles montrent bien qu'on ne peut pas accuser simplement le maïs. Il y a un ensemble, il y a un système qui est plus ou moins fragile, et il faut en tenir compte pour l'avenir.